Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci au comité organisateur de la FPPE de m'avoir convié ce soir à vous parler de prise en charge Covid et d'imagerie spectrale. J'en profite aussi pour remercier les radiologues associés du service et plus particulièrement le docteur Béatrice Daoud avec qui j'ai travaillé en étroite collaboration sur ce sujet. Bref, retour en arrière, été 2016, nous avons eu la chance d'installer deux scanners spectraux, un scanner bitube et un scanner double couche. Et donc nous avons la chance d'avoir cette petite expérience d'imagerie spectrale, expérience qui a été mise à rude épreuve au cours de cette année de prise en charge de patients Covid. Difficile de parler d'imagerie spectrale sans parler d'imagerie conventionnelle. Un scanner, c'est quoi? C'est un tube qui va émettre un faisceau photonique polychromatique de rayons X. Ces photons vont venir interagir avec la matière selon deux phénomènes physiques, un effet photoélectrique qui prédomine sur les faibles énergies, une diffusion Compton qui prédomine sur les hautes énergies. Ce faisceau va donc être plus ou moins atténué en fonction des différents organes rencontrés sur son trajet. Et donc vous obtenez une image finale qui va être représentative de l'atténuation globale de ce faisceau photonique. L'inconvénient, c'est que cette image est particulièrement imparfaite dans le sens où deux tissus de composition différentes pourront apparaître à l'image avec une atténuation photonique moyenne identique, donc avec des unités luminosité très proches. L'avantage du scanner spectral, il est où? Il est dans le fait de pouvoir obtenir deux images de la même structure à deux énergies différentes. Ce qu'il faut vous dire, c'est que chaque tissu a un spectre d'absorption photonique spécifique en fonction de l'énergie à laquelle il est soumise. Et donc, si vous connaissez particulièrement ces différences d'absorption photonique en fonction de chaque tissu, eh bien, vous allez pouvoir discriminer de façon assez précise deux tissus qui ont une valeur. Un scanner spectral, ça fonctionne comment? Eh bien, ça dépend un petit peu de chaque constructeur, chacun a sa propre recette. Le premier à être arrivé sur le marché, c'est Siemens avec les scanners bitubes, c'est-à-dire deux tubes positionnés à 90 ou 95 degrés sur le statif, et vous voyez que chaque tube va travailler à un kilovoltage différent, et donc vous avez chaque couple tube détecteur qui va acquérir dans le même temps un même volume à deux énergies différentes. Méthode Siemens sur les scanners monotubes, ce coup-ci, vous avez la Twin Beam Dual Energy, qui est une double filtration primaire en sortie de tube, avec un filtre en étain et un filtre en or, et vous voyez que ce faisceau photonique va être divisé en deux, avec une partie soumise à une filtration qui va avoir pour conséquence une filtration des hautes énergies, donc on n'aura que des faibles énergies, et à l'inverse, cette partie-là qui va être plutôt composée de haute énergie, donc encore une fois, on acquiert dans un même temps deux volumes à deux énergies différentes. Le KV switching, qui est une technique utilisée par General Electric et Canon. Donc vous avez une commutation ultra rapide du kilovoltage lors de la rotation du couple tube détecteur sur l'axe XY. Et donc vous allez changer de façon très rapide le kilovoltage entre 80 et 140 kV. Avec un inconvénient particulier pour un des deux constructeurs, c'est de ne pas pouvoir moduler le milliampérage au cours de cette commutation du kilovoltage, et donc une augmentation substantielle de l'irradiation finale. Vous avez deux méthodes un peu plus confidentielles, le dual spin chez Siemens toujours. En fait, vous avez deux acquisitions, deux hélices successives à deux énergies différentes. Donc, vous voyez que l'utilisation va être un petit peu sous-optimale. Et puis le dual step qui ressemble un peu au KV switching, sauf qu'on n'est pas sur de la commutation rapide, mais plutôt sur une commutation lente avec un changement de kilovoltage tous les quarts de tour ou les demi-tours. Et donc vous voyez que pour ces cinq méthodes, eh bien, l'imagerie spectrale va être une imagerie spectrale d'émission, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on demande à la machine d'avoir deux acquisitions successives ou consécutives ou dans le même temps de notre même volume à deux énergies différentes. Ça veut dire que le couple manip-radiologue va devoir en amont de l'exploration se poser la question de savoir ce dont on va avoir besoin la radiologue pour traiter les données, sachant qu'il n'y a pas de retour possible en arrière. Si on a pris un protocole standard, nous ne pourrons pas reconstruire a posteriori de données spectrales. Et là où la méthode Philips est complètement différente, où on n'est plus sur une méthode spectrale d'émission, mais sur une méthode spectrale de réception grâce aux détecteurs double couche ou dual layers ou détecteurs sandwich, vous verrez les différentes dénominations. Et ce détecteur, c'est quoi? C'est une première couche superficielle qui est sensible aux faibles énergies, ne vont traverser que les hautes énergies qui seront traitées par la deuxième couche. Et donc là, pour peu que l'acquisition ait été faite à 120 ou 140 kV, vous pourrez reconstruire a posteriori, quel que soit l'examen, quelle que soit l'acquisition, des reconstructions spectrales. Alors ça ne marche pas en dessous de 120 kV pour la simple et bonne raison que la plage d'irradiation est trop faible et que la proportion de faisceaux de photons X de haute énergie est beaucoup trop faible par rapport aux faibles énergies, et donc on a une discrimination spectrale qui ne fait pas.
Donc sur cette machine, vous verrez pourquoi on l'a utilisé. Sur cette machine, donc, une fois que l'acquisition est faite, le scanner reconstruit un jeu de données SBI pour Spectral Based Images qui est envoyé sur la console de lecture Philips, l'ISP. Et donc vous voyez qu'aujourd'hui, nous utilisons le Spectral pour un grand nombre d'explorations. Le temps nous étant compté ce soir, j'ai choisi de vous présenter qu'une seule exploration qui est l'angioscan pulmonaire parce que ça va bien avec la prise en charge du Covid vu qu'on en recherche souvent dans ce cadre-là. Alors vous avez à l'écran une acquisition conventionnelle avec ici un vaisseau qui est mal opacifié. Vous voyez que vous avez quelque chose d'assez hétérogène à la lumière du vaisseau. C'est assez difficile de se prononcer. Est-ce qu'il y a oui ou non un thrombus ici? Et donc on a la possibilité déjà en imagerie spectrale de pouvoir travailler ce qu'on appelle en mono-énergétique. Donc au lieu d'avoir un faisceau photonique polychromatique à l'écran, on va choisir simplement l'énergie, le pic énergétique dans le faisceau qui nous intéresse, à savoir le plus faible possible pour se rapprocher du pic d'absorption spécifique de l'iode. Et vous voyez qu'ici on augmente considérablement le contraste à l'écran et vous voyez que la lumière de notre vaisseau est parfaitement opacifiée et qu'ici on observe très bien ce thrombus endoluminal. Une autre possibilité, c'est d'obtenir des cartographies de perfusion, avec ici une cartographie de perfusion pulmonaire assez analogue à ce qu'on a en médecine nucléaire. Et vous avez ici un défect de perfusion triangulaire à base pleurale qui est très caractéristique d'une obstruction d'amont. Et donc finalement, aujourd'hui, les radiologues font quoi? Ils remontent la piste, ils travaillent à l'envers, ils vont chercher d'abord des défects perfusionnels sur les cartographies spectrales pour remonter la piste de ce thrombus endoluminal. Et vous voyez tout ça pour une très faible quantité de produits de contraste. Pour revenir sur le Covid, bon, ça fait 1 an qu'on est dedans, vous vous rappelez, épicentre chinois, c'est une maladie infectieuse hautement contagieuse qui a été décrétée par l'OMS comme urgence sanitaire fin janvier, comme pandémie début mars. Et donc cette maladie, vous l'avez vu, présente de nombreuses formes qui conduisent pour certaines à un syndrome de détresse respiratoire aiguë. L'enjeu majeur de cette maladie, c'est d'identifier les patients atteints, les isoler, et pour ça on a peu de moyens. Le premier, c'est le test PCR, avec un inconvénient majeur, c'est son délai, 24 heures pour obtenir des résultats, c'est long, qu'est-ce qu'on fait de nos patients pendant ce délai? Et puis en face de ça, vous avez le scanner qui est ultra disponible, rapide et sensible. Alors qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Eh bien, nous avons le scanner Philips qui est accolé aux urgences, donc on a décidé très rapidement de créer un flux spécifique hermétique pour ces patients Covid et on a monté des cloisons finalement dans les couloirs pour isoler complètement ce secteur et avoir un scanner dédié à la prise en charge de ces patients suspects ou avérés Covid. Ça nous a permis de sanctuariser une autre partie du service, notamment pour nos patients oncologiques ou pour les urgences non Covid, qui, par définition, ne pouvaient pas attendre la fin de la pandémie pour être pris en charge. Au cours de ce premier mois et demi de cette première vague Covid, nous avons scanné près de 1400 patients dans le cadre d'une suspicion de Covid. Et sur ces 1400 patients, on a pu en labelliser 800 pour le Covid Network, qui est un travail à l'échelle nationale de la Société française d'imagerie thoracique. Et on a pu en labelliser 400 avec un suivi clinique complet jusqu'à la sortie de l'hôpital. 100% de ces examens, encore une fois acquis sur l'ICON, ont été reconstruits en données spectrales. Bref rappel aussi pour les signes radiologiques de la Covid-19, qui sont aujourd'hui très bien décrits, très connus, largement diffusés. Au scanner, on observe largement des opacités en verre dépoli qui sont périphériques, sous-pleurales, non systématisées, postérieures et multifocales. Qui peuvent conduire à des aspects de pneumopathie organisée, comme vous l'avez ici, avec des condensations en bande, et des formes graves qui se caractérisent par des condensations alvéolaires étendues. Alors on se trouve à avoir, vous l'avez vu, une grosse base de données de scanners avec des reconstructions spectrales et puis on s'est dit a posteriori qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il n'y a pas une cartographie qui nous permettrait de mieux traiter ces examens? Donc on a commencé à regarder certains dossiers et puis appliquer de façon très simple différents post-traitements spectraux et les comparer à l'imagerie conventionnelle, soit en fenêtre absolument standard, soit avec des fenêtrages un peu plus serrés. Vous voyez dans cet encart, on pourrait deviner ici une petite lésion qu'on voit mieux ici avec un fenêtrage très serré et en appliquant différents post-traitements spectraux, on s'aperçoit qu'ici en densité d'électrons, eh bien, on distingue parfaitement une plage très étendue
très étendue, parfaitement délimitée. Donc à la relecture de ces cas, la densité d'électrons nous est apparue comme être la plus pertinente pour analyser ces fameuses plages de verre dépoli. Alors la densité d'électrons, c'est quoi? Eh bien, c'est la représentation de la probabilité que notre faisceau de photons X rencontre un électron sur son trajet, électron qui gravite autour d'un atome. Et la cartographie de densité d'électrons, c'est quoi? C'est la densité électronique de chaque voxel qui est rapportée à la densité électronique de l'eau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque scanner qui fait l'imagerie spectrale est calibré en usine avec ce genre de fantôme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez un fantôme avec différents plots. Chaque plot est composé d'un élément différent dont la densité électronique est connue. Et donc, on va pouvoir mesurer de façon précise la densité électronique de chacun des plots à chaque kilovoltage que l'appareil est capable de produire. Alors, grâce à cette base de données acquise de 1400 patients, ce qu'on a fait, c'est que rétrospectivement, on est allé chercher les patients qui avaient eu plusieurs scanners thoraciques au cours de ce mois et demi. Et donc, on en a trouvé 4 pour laquelle on a fait une petite étude de cas cliniques qu'on a publiée dans la JR à l'issue de l'été. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a relu ces examens donc ces deux radiologues thoraciques expérimentés qui les ont relus. Vous avez ici à l'écran le protocole d'acquisition. Ce qui est important à savoir, c'est que tous les patients ont eu le même protocole d'acquisition, le même protocole de reconstruction. Et donc, encore une fois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé le scanner à J0 avec le scanner de suivi. Et donc, on a regardé à J0 les images conventionnelles, les images spectrales, et on les a comparées à l'imagerie conventionnelle à distance. Pour chaque patient, on est allé analyser chaque lobe et donc on a scoré chaque lobe en fonction de son pourcentage d'atteinte de 1 à 5. Donc vous avez dans cet article 4 patients qu'on a analysés. Le premier, c'est un homme de 39 ans qui se trouve être le mari d'une de nos infirmières aux urgences qui est arrivé chez nous pour suspicion de Covid. Un scanner à J0, un scanner à J2, et vous voyez qu'à J2, on a cette petite plage en verre dépoli qu'on ne voyait pas à J0. Par contre, si on reprend J0 et qu'on applique nos traitements en densité d'électrons, eh bien vous voyez ici que cette plage en verre dépoli existait déjà. Si on prend le deuxième cas, c'est une patiente de 41 ans. Alors les images apparaissent de façon un peu non conventionnelle, mais la patiente ayant une scoliose majeure, on a essayé de les remettre à peu près dans le même plan. Et vous voyez qu'à J5 ici, on se retrouve à avoir une plage assez étendue qui n'existait pas ici à J0. Et pourtant, encore une fois, à J0, quand on reprend ces données et qu'on applique un post-traitement en densité d'électrons, vous voyez que cette plage existait déjà. Si on regarde ce troisième cas, un homme de 64 ans, eh bien vous voyez que bon, il n'y avait pas de doute, il y avait déjà des plages en verre dépoli un petit peu diffuses et bilatérales, mais vous voyez que à J5, on a ça s'est déjà majoré, mais surtout ici, ça s'est largement étendu. On ne voyait rien ici initialement, par contre, si on reprend encore une fois J0, eh bien on voit que cette plage existait déjà et qu'elle était déjà assez conséquente. Et pour terminer, ce patient-là, pareil, vous avez J0, J3, vous avez des plages qui sont vraiment ici à peine perceptibles. Quand on regarde à J3, vous avez une plage en verre dépoli qui est assez étendue, qui existait finalement, encore une fois, à J0 lorsqu'on regarde en post-traitement en densité d'électrons, et on majore celle qui existait déjà. Alors on pourrait se dire peut-être qu'avec un scanner standard, on pourrait obtenir la même chose. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris l'imagerie conventionnelle standard et puis on a regardé comment on le fait habituellement le filtre dur pour le poumon, et puis on a pris un filtre mou, on a regardé le poumon pour adoucir un peu le bruit. Ce filtre mou, on a serré fortement le fenêtrage, et puis on a pris les données spectrales pour voir de la basse énergie, de la haute énergie, avec un filtre mou, avec un fenêtrage serré, et puis on l'a comparé à notre densité d'électrons. Et finalement, on s'aperçoit que de ces 6 images, celle qui montre la plage la mieux délimitée, la plus étendue et la moins bruitée, c'est la densité d'électrons. Donc oui, on pourrait s'en sortir avec un filtre mou à fenêtrage serré, mais une image où on apprécie que très moyennement les contours et l'étendue de cette lésion en verre dépoli. Donc finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que, au vu de cette première évaluation radiologique spectrale, l'imagerie en densité électronique nous permet considérablement d'améliorer la visualisation des plages en verre dépoli, d'améliorer aussi la détection en stade précoce. On l'a vu, certaines petites plages en verre dépoli, donc pourquoi pas de reclasser le patient d'un stade à un autre, et encore une fois, une meilleure évaluation de l'étendue des lésions.
Donc l'imagerie spectrale permet aux radiologues d'avoir une meilleure confiance diagnostique dans l'outil scanner et d'être sûr de rendre un diagnostic précis et fiable. Aujourd'hui, on en est à la phase 2, étude multicentrique en cours avec le CHU de Poitiers et Charleville-Mézières, où on étudie aujourd'hui la reproductibilité entre les différents observateurs dans l'étendue de ces lésions de la tête pulmonaire en densité d'électrons. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je souhaite bon courage aux équipes qui sont encore sur le front de la prise en charge Covid et vous souhaite une bonne fin de webinaire.